Bonjour et bienvenue à cet événement sur les femmes en technologie de la santé, présenté par Hacking Health, Prompt et le Conseil national de recherche du Canada. Je m'appelle Catherine Proulx, je suis chercheuse au Conseil national de recherche du Canada et je vais être votre modératrice pour ce 5 à 7 virtuel. Avant de débuter, je voudrais vous dire un petit mot sur moi. Je suis chercheuse au laboratoire de simulation et santé numérique de la division des dispositifs médicaux. J'ai une formation en génie informatique, une maîtrise en vision par ordinateur et je travaille en recherche depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Et mon sujet de recherche principal depuis les 4 dernières années, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie des jeux vidéo et la réalité virtuelle pour prendre soin de la santé mentale et de la santé cognitive des gens. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 conférencières vraiment exceptionnelles avec des parcours intéressants. Mais avant de vous les présenter, je voudrais souligner la contribution des partenaires de cet événement, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Nos partenaires principaux, donc Hacking Health et Prompt, bien sûr, et aussi mon organisation, le Conseil national de recherche du Canada. Le Conseil est la plus grande organisation de recherche fédérale au pays c'est un organisme qui s'associe à l'industrie canadienne pour sortir la recherche des laboratoires et vraiment trouver des applications commerciales dont les retombées peuvent bénéficier à l'ensemble de la population ainsi que répondre à des grands enjeux canadiens. Aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'entendre 3 conférencières. Notre première conférencière planifiée, Josette Landry, a malheureusement dû se désister parce qu'elle a dû aller au chevet d'un proche malade. Mais je pense qu'on va quand même avoir une soirée bien remplie. Après les 3 présentations, on va avoir une courte période de questions-réponses à la toute fin. Et par la suite, on va se diviser dans différentes salles pour pouvoir échanger de façon un peu plus conviviale avec les différentes conférencières. À la fin après les 3 présentations, on va aussi avoir une séance de présentation où là, on va inverser les rôles et ce sera à vous de vous présenter et de nous parler de votre parcours et de vos aspirations. On veut mieux vous connaître parce que c'est avec beaucoup de plaisir que mon laboratoire de simulation et santé numérique propose 2 stages débutant en janvier 2021. Donc, ce sont des stages qui ont directement un lien avec la lutte contre la COVID-19 et on serait très heureux de vous avoir avec nous dans le laboratoire pour venir participer à cette grande aventure de la recherche fédérale. Donc, on a tout un programme devant nous. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une première conversation. C'est avec beaucoup de plaisir que j'invite Jade Doucet-Martineau à discuter avec moi sur son cheminement et son expérience de carrière. Avant de débuter, j'aimerais vous informer que l'ensemble de l'événement va être enregistré. Donc, bonjour Jade. Salut, enchantée tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Jade est cofondatrice de Puzzle Medical Device qui développe une pompe cardiaque pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée. Elle est bachelière en génie mécanique de l'École de technologie supérieure et elle s'est associée à 2 cofondateurs, le Dr Gabriel Georges, médecin en chirurgie cardiaque, et François Trudeau, bachelier en génie robotique, avec qui ils ont développé ensemble une pompe cardiaque minimalement invasive pour les patients en insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, PuzzleMed compte 13 employés avec des expertises dans les domaines de l'ingénierie, du clinique et des affaires. L'entreprise a complété des études précliniques in vivo avec succès, fait l'acquisition de l'équipement et des machines nécessaires pour être capable de ramener au Québec leur chaîne de valeur et avoir toute la résilience puis l'agilité nécessaire pour innover. L'entreprise a été reconnue par le USPTO en termes de réclamation. Si vous êtes dans le domaine médical, vous allez apprécier à quel point c'est quelque chose, c'est un big deal. Et ils ont complété leur ronde de financement seed. Donc, bienvenue Jade, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci Catherine.
Pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais, de ton histoire, puis comment est-ce que tu t'es rendu là? Bien sûr, donc bonjour encore tout le monde, et je m'appelle Jade, cofondatrice de Puzzle. Nous, en fait, c'est ça, on a commencé, comme tu l'as mentionné, on était 3 cofondateurs. On a commencé l'entreprise, en fait, dans un cours d'entrepreneuriat donné par M. Luc Giguère à l'ETS, à l'École de technologie supérieure. Puis, dans ce cours-là, il fallait trouver une problématique et y répondre avec une solution adéquate. Puis, c'est à ce moment-là que Gabriel, le chirurgien cardiaque dans l'équipe, a fait le constat des patients qu'il recevait en insuffisance cardiaque avancée pour lesquels il n'y avait pas de solution optimale à leur offrir. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a donc compris qu'on avait une belle opportunité de venir offrir un meilleur traitement à des patients qui en avaient besoin. Puis, c'est pour ça qu'on s'est concentré et qu'on a mis nos efforts sur le développement d'un produit. Comment on y est arrivé, c'est vraiment en comprenant la réalité des patients, la réalité également des cliniciens et du domaine des différents compétiteurs, des différents brevets sur le marché et même du traitement médical, en fait, qui est donc présentement soutenu par les patients, puisque c'est la seule option qui leur est offerte. Puis, c'est avec tout ça qu'on a vraiment pu amalgamer une solution qui répondrait à cette problématique-là. Est-ce que ça a toujours fait partie de ton plan de carrière d'aller travailler dans le domaine médical? Bonne question, non. En fait, petite anecdote, moi au secondaire, j'ai été exemptée de mes cours de biologie parce que je m'évanouissais tout le temps quand on mentionnait le mot sang, veine ou artère. Donc non, pas du tout. Moi, c'était pas du tout dans mes plans, puis j'avais pas vraiment de connaissances sur ce domaine-là. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Puis, j'ai compris, en fait, que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le développement de dispositifs médicaux. En fait, moi, je voulais vraiment venir aider les patients concrètement, mais en même temps, j'avais un esprit très cartésien. Donc, je me voyais vraiment en ingénierie. Puis, par rapport à mon envie d'aider les autres, je voyais une belle conciliation ici dans le développement de dispositifs médicaux. Puis, c'est vraiment par la suite, après m'être lancée en affaires, que je me suis vraiment informée sur le sujet de l'insuffisance cardiaque. J'ai compris le système cardiovasculaire, puis je me suis entourée de gens importants aussi. Je pense que c'est la clé ici, ne pas nécessairement tout savoir, mais également être capable d'aller chercher les gens qui, eux, sont capables de répondre à ces questions-là. Donc, on est allé chercher des cliniciens de l'Europe, des États-Unis, du Canada, pour justement augmenter la crédibilité d'une part de l'équipe, mais d'autre part, nos notions également à l'interne. Puis je crois que ça répond un peu à ta question. Donc, non, je ne m'y attendais pas, mais oui, je me suis bien entourée pour pouvoir accéder à ce domaine-là. Puis, qu'est-ce qui t'a mené au départ à aller étudier en génie? Donc, aller étudier en génie, c'est ça. Moi, dans le fond, je me voyais beaucoup plus côté développement de produits. Je voyais que les cliniciens, en fait, leur rôle dans tout ça, c'était vraiment d'offrir des solutions qui étaient déjà sur le marché à leurs patients. Puis, je me suis vraiment remise en question en me disant, est-ce que moi, mon intérêt est dans offrir aux patients qu'est-ce qui est disponible ou en développement d'autres solutions qui pourraient être plus optimales que ce qu'il y a déjà sur le marché. C'est vraiment dans ce questionnement-là que je me suis dirigée vers l'ingénierie pour plutôt m'en aller vers le développement justement de solutions optimales plutôt que d'offrir des solutions déjà existantes. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le monde un peu fou des startups, de vraiment faire ce saut-là d'un projet académique à véritablement partir une entreprise? Oui, je pense que quelque chose qui m'a vraiment poussée puis qui m'a donné la piqûre, si on veut, pour me lancer dans l'entrepreneuriat et dans le domaine médical, ça a été de justement rencontrer des conférenciers, des gens qui l'avaient déjà fait. Pour ma part, les 2 plus grands mentors que j'ai eus, c'est Luc Giguère et Steve Arliss, qui sont 2 entrepreneurs à succès, des entrepreneurs en série, en fait, dans ce domaine-là et qui parlent avec une passion contagieuse de leur expérience, de rencontrer tout plein de conférenciers, en fait, avec mon incubateur auquel je faisais partie, qui s'appelle Santec. On avait accès à différents conférenciers qui venaient d'un peu tous les domaines, puis qui chacun d'entre eux avait un parcours qui leur était propre.
Puis c'est beau à voir ça, que c'est quelque chose qui est très différent d'une personne à l'autre, d'un entrepreneur à l'autre, que tous les parcours sont 100% différents et créatifs, mais qu'au final, chacun a été un succès. Alors, c'est cette créativité-là, puis cette passion-là qui m'a été transmise, qui m'a beaucoup inspirée à me partir moi-même en affaires. Puis, pourrais-tu me dire, qu'est-ce qui a été ton plus grand défi là, en décidant de partir en affaires puis de lancer une entreprise? Je pense que le plus grand défi, c'est vraiment d'enlever les barrières. Quand on a commencé l'entreprise, nous, la plus grande barrière qu'on voyait, c'est que c'est un milieu très conventionnel. C'est normalement toujours le même type de personnes avec beaucoup d'expérience, au-dessus de 50 ans à peu près, souvent majoritairement des hommes qui sont dans le domaine médical et de l'entrepreneuriat et même de l'investissement. Donc, d'arriver face à ces gens-là, de leur dire on est 3 étudiants, on est jeunes, mais on a tout plein de motivation. D'une part, c'est la crédibilité, la notoriété. Puis d'autre part aussi, d'aller chercher les gens. Nous, on a vraiment rapidement, on s'est dit, on enlève toutes les barrières. On a rapidement même appelé des gens qu'on se disait, ces personnes-là vont peut-être pas nous répondre. Des gens, par exemple, le docteur Philippe Généreux, qui, lui, est pratique aux États-Unis. C'est un des plus experts dans le domaine de la cardiologie interventionniste. Puis on n'a vraiment pas hésité à enlever cette barrière imaginaire-là, en fait, qui nous disait, ah ben, on ne peut pas l'appeler, voyons donc, il y a d'autres choses à faire, il ne va pas nous répondre. On l'a contacté, il nous a invités à venir lui présenter le projet. Puis ça nous a débloqué tellement de portes, de l'intégrer à l'équipe, d'avoir accès à son réseau, à ses connaissances, de comprendre sa réalité. Lui reçoit des patients tous les jours dans cette condition-là. Donc, ça a été assez impressionnant, justement. Puis ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres concernant les barrières, mais vraiment de juste se lancer. Puis si je peux également dire un conseil par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, je peux peut-être pas faire ça parce que… » Puis là, ils vont donner une panoplie d'excuses. Par exemple, je suis encore aux études ou j'ai une maison, une hypothèque, peu importe. Bien, mon conseil, ça serait vraiment juste lancez-vous. C'est tellement une belle expérience. Puis le pire qui peut vous arriver, c'est que ça fonctionne parce qu'ensuite, vous allez tellement être passionné que vous allez vouloir tout mettre votre temps là-dedans. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dirais qui est la recette de votre entreprise? C'est quoi les grands axes là, qui font que vous avez une formule qui a bien fonctionné pour vous? Oui, donc les grands axes, l'importance dans l'entreprise, selon moi, ça a été vraiment d'une part, et comme souvent on se le fait dire, d'avoir une équipe très solide. On se fait souvent dire d'avoir une équipe solide, mais nous, on s'est beaucoup questionné par rapport à ça, par rapport à quoi, par rapport à l'équipe. Puis, on s'est dit, pour avoir une équipe solide, justement, cette définition-là, elle nous est propre. Mais dans le domaine médical, nous, on voyait vraiment qu'il y avait 3 piliers d'une entreprise médicale qui devaient être comblés absolument pour propulser cette entreprise-là et la faire croître à un autre niveau. Le premier, c'est le côté médical. Le deuxième, le côté technique, ingénierie. Et le troisième, le côté business. C'est pourquoi qu'on a formé, en fait, des équipes autour de ces piliers-là, puis qu'on avait un cofondateur qu'on trouvait qui était la meilleure personne pour justement agir et croître l'entreprise par rapport à ça. Puis c'est pour ça qu'on a ajouté donc Gabriel, notre chirurgien cardiaque, pour le côté clinique médical, François côté ingénierie technique et moi-même pour le côté business. Puis, on a formé notre entreprise autour de ça. D'autre part, donc, après l'équipe, le deuxième, bien, en fait, pareillement égal d'importance, c'est sûr que c'est le besoin dans la société. Donc, est-ce qu'il y a un réel besoin? Nous, notre besoin d'insuffisance cardiaque, c'est des patients qui sont présentement en train de mourir. Ils ont une espérance de vie d'à peu près 2 ans suivant leur diagnostic. Le besoin est réel. Puis de le comprendre, je crois que c'est un point extrêmement important. Puis le troisième point qui nous a permis de vraiment grandir, je dirais que c'est les partenariats, l'écosystème qu'on a grandi autour de nous, d'aller chercher les gens nécessaires pour justement nous amener là où on veut.
d'aller chercher des experts dans le domaine du droit, des brevets, également au niveau de la comptabilité, des tests précliniques qu'on doit performer, d'aller chercher également les bons partenaires et de créer une histoire avec ces gens-là, pas juste leur dire « pourrais-tu me faire ça ?» c'est fini, puis on se parle plus, mais plutôt de développer une relation d'affaires avec eux qui va pouvoir perdurer puis permettre justement une belle croissance de notre histoire en compagnie de ces partenaires-là. Le domaine des dispositifs médicaux, c'est un domaine qui est un domaine de géants, de très grosses compagnies avec des très gros moyens. Comment on fait sa place dans ce monde-là quand on est un petit start-up du Québec de douzaine de personnes? Oui, bonne question. Et en fait, c'est vrai que ça peut faire peur a priori. Par contre, justement, en comprenant un peu comment ces géants-là fonctionnent, on voit que l'opportunité, elle est réelle et elle est présente. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, ces géants-là ne vont pas développer à l'interne toutes les nouvelles innovations et les nouvelles possibilités qu'il y a sur le marché, puis les opportunités par rapport aux besoins existants. Mais plutôt, justement, monitorer puis regarder un peu les startups, qu'est-ce qu'elles font, puis éventuellement, soit faire un partenariat avec eux ou justement faire une acquisition s'il y a une entente des deux côtés. Puis, c'est vraiment ça qu'on ressent beaucoup des gens, des géants qui nous approchent déjà pour nous dire qu'ils veulent faire un partenariat avec nous, qu'ils veulent grandir avec nous. Puis justement atteindre le marché avec Puzzle Medical plutôt que contre Puzzle Medical. Puis je pense que ça, c'est important à comprendre. C'est vraiment pas quelque chose qui devrait faire peur aux gens qu'il y ait des plus gros sur le marché. Si la technologie est une solution optimale pour le patient, je crois qu'il y a du potentiel puis que les gens vont être attirés à venir vous aider puis permettre justement de rendre les patients, de rendre le dispositif aux patients. C'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai commencé ma carrière dans un petit start-up de Montréal dans le domaine des dispositifs médicaux qui a effectivement éventuellement fait des partenariats avec des grosses entreprises orthopédiques et a finalement été acheté par une grosse entreprise orthopédique qui va très, très bien depuis. Donc, c'est vrai qu'il y a de la place pour les petites compagnies justement agiles, innovantes, qui ont une capacité de réagir vite puis de bouger vite dans cet écosystème-là. Tu as démarré cette entreprise-là sans nécessairement avoir un background médical. Tu n'es pas cardiologue. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? C'est que s'il y a des gens qui disent, ben moi, ça m'intéresse le médical, mais je connais rien à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais de faire? Oui, 100%. Je crois que si l'opportunité est là, si l'intérêt est là, puis je crois en fait que c'est le plus important, l'intérêt. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise, puis je pense toute ma journée, toute ma nuit à l'entreprise. S'il n'y avait pas d'intérêt, ma motivation, elle ne serait pas là. Je suis 100% motivée, puis c'est important que toute l'équipe soit motivée également, qu'on soit employé, cofondateur ou peu importe le titre. Là, je pense que la clé du succès de l'entreprise, c'est la motivation, puis la compréhension de cette histoire-là, puis de voir où est-ce qu'on s'en va. Nous, on veut créer un empire médical avec Puzzle Medical, puis je pense que si tous tes joueurs sont alignés, si tes employés, tes cofondateurs, peu importe les titres, encore une fois, sont alignés vers cette mission-là de croissance, c'est la clé du succès. Puis peu importe s'il y a des connaissances initiales ou pas, ça s'apprend, tout s'apprend. Puis il y a tellement d'intérêt que nous, dans 3 mois, on avait tout appris sur le domaine ou presque. Là. Puis je pense que c'est vraiment impressionnant aussi à quel point on peut apprendre vite quand il y a de l'intérêt. Puis je suis certaine que tout le monde comprend ça. Mais moi, souvent, quand je fais des conférences puis que je me fais poser des questions plus médicales et tout, je me fais souvent demander parfait, donc vous êtes chirurgienne cardiaque ou cardiologue? Puis ma réponse est non, bien sûr, mais on voit un peu que justement, cet apprentissage-là se fait, puis quand on est motivé, justement, c'est plus simple. Merci beaucoup, Jade. C'était vraiment intéressant.
Je vous inviterai à inscrire vos questions pour Jade dans le chat. On va avoir du temps à la fin des conférences pour se diviser en petites salles et poser ces questions-là dans des contextes un peu plus intimes. Je vous inviterai aussi, si vous êtes intéressé à participer à la séance de pitch à la fin pour postuler sur les stages du CNRC, à lever votre main et vous identifier pour qu'on puisse vous mettre dans la liste des gens intéressés. On va poursuivre avec Mme Sarah Géna, qui est cofondatrice et PDG de MIMS, My Intelligent Machines. Sarah est docteur en biologie cellulaire et en microbiologie de l'Université d'Aix-Marseille en France, puis titulaire d'une chaire junior en recherche du Canada en génomique intégrative et en signalisation cellulaire à l'UQAM depuis 2006. Sarah utilise son expertise en génomique intégrative pour permettre à MIMS de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs biologistes. Elle pourra nous en dire plus, mais ça me semble absolument fascinant. Donc, Sarah, je vous cède la parole. Bonjour. Donc, tout d'abord, je vais vous remercier de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'étais très intéressée d'entendre Jade. Donc, je vous ai préparé une petite présentation. J'ai vu que vous avez passé le pitch qu'on a fait précédemment à Google la semaine dernière. Donc, il y a peut-être quelques bouts qui vont être redondants. Mais je vais commencer par me présenter et présenter mes cofondateurs, vous expliquer un petit peu l'histoire de MIMS. Donc, moi, je suis, comme mon accent l'indique, probablement française. Je suis née en fait à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et j'ai fait toutes mes études à Marseille, sur le campus de Lumini, qui est littéralement à 10 minutes à pied des Calanques de Marseille, qui est cette espèce d'endroit vraiment désagréable que je vous déconseille fortement d'aller visiter, qui est extrêmement intéressant à aller visiter. Et en 99, je suis arrivée à Montréal pour faire mon stage postdoctoral à McGill. Et c'est une année intéressante puisque c'est à cette période-là, en fait, qu'ont été séquencés les premiers génomes humains. Et c'est vraiment un événement qui a comme changé ma carrière, où je me suis passionnée pour la génomique, d'abord la génomique fonctionnelle. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré Marc Vidal, qui a un laboratoire toujours de recherche à Harvard, et avec lequel j'ai eu la chance de découvrir ce qu'était la biologie des systèmes, de travailler aussi quelques années et par la suite d'obtenir mon poste et ma chaire de recherche à l'UQAM, où je suis restée pendant un certain nombre d'années, 13 ans, avant de quitter pour mes aventures mimsiennes. Mais pendant cette période-là, j'ai rencontré deux hommes fantastiques qui sont devenus des amis et aussi des partenaires d'affaires, donc Michael Camus, qui est arrivé de France aussi, que j'ai rencontré lors d'une conférence en intelligence artificielle. Je me souviens, le thème était les systèmes d'intelligence artificielle pour générer des robots qui jouaient au football. Donc, c'était assez spécial. Michael avait développé des systèmes autonomes, principalement appliqués à la robotique. Il avait eu l'opportunité de travailler sur des projets avec l'Agence spatiale et la défense européenne, et arrivé à Montréal, avait fondé et cofondé plusieurs sociétés, dont une en e-commerce. Avec Michael, nous avons travaillé donc pour adapter sa solution d'IA au domaine de la biologie des systèmes. Et en même temps de ça, je faisais aussi une collaboration parallèle avec Abdoulaye Baniré Diallo, qui est toujours professeur à l'UQAM en bioinformatique et qui, en 2018, a reçu le prix très prestigieux, le Next Einstein Fellow, pour sa carrière à l'interface entre la bioinformatique et l'apprentissage machine. Pendant plusieurs années, 5 ans, nous nous sommes demandé comment nous allions intégrer nos expertises pour créer une entité qu'on voyait vraiment privée, une compagnie qui allait permettre de faire profiter les compagnies pharmaceutiques et agricoles de notre expertise, et c'est comme ça qu'est né MIMS. Donc, MIMS a été incorporé en juin 2016. Ça nous a pris une année pour migrer des scientifiques que nous étions vers les entrepreneurs que nous sommes devenus. Et une année, on a réussi à avoir nos premiers investissements. Et 3 ans plus tard, nous avons actuellement 32 employés. Nous croissons à une croissance de à peu près 3 employés par mois.
Nous avons raisé 3 millions. Nous allons certainement closer 5 millions Serie A en janvier. Et au cours des 2 dernières années, nous avons signé 5 millions de dollars de contrats. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, chez MIMS, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédemment, on construit des logiciels. Donc, on est une compagnie de logiciels qui développe des logiciels en biologie des systèmes pour aider les compagnies des sciences de la vie à développer une médecine et une agriculture plus efficaces et plus personnalisées. Le marché qu'on cible, c'est le gros marché de la R&D dans les sciences de la vie. Comme vous le savez, possiblement, les compagnies des sciences de la vie, particulièrement les pharmaceutiques, investissent jusqu'à 20% de leurs revenus en R&D, ce qui représente 100 milliards de dollars par an d'investissement seulement pour les 20 plus grosses pharmaceutiques. Or, une grosse partie de ces fonds-là sont perdus, en fait, puisque 30% des essais cliniques en phase 3 échouent dû au manque d'efficacité des médicaments. Et ce manque d'efficacité des médicaments vient du fait que, comme vous l'avez vu sur le vidéo, et puis je pense que Aziz va vous présenter ça juste après moi, les patients qui ont la même maladie ne répondent pas nécessairement de la même façon aux mêmes médicaments. Et donc, ce qui explique vraiment les manques d'efficacité. Au niveau agricole, on a aussi des problèmes de résilience des animaux qui ne répondent pas de la même façon au stress et qui entraînent aussi des milliards de dollars de pertes au niveau agricole. Et afin de régler donc ces problèmes, les compagnies des sciences de la vie commencent à essayer d'adopter des outils qui leur permettent de mieux comprendre l'hétérogénéité entre les animaux, incluant les humains. Et donc, pour ce faire, ils ont besoin de mettre en place des systèmes de modélisation qui transforment en quelque sorte, qui modélisent un humain sous une forme d'un graphe de connaissances et permet ainsi de mieux comprendre l'hétérogénéité entre les patients, de même pour les vaches d'un même troupeau ou pour différentes espèces de plantes. Pour ce faire, bien évidemment, ça demande une expertise en bioinformatique, en biologie des systèmes, en apprentissage machine, et d'intégrer différents types de données qui donnent des informations sur ces systèmes biologiques, des données génomiques, phénotypiques, environnementales, mais aussi des données venant de la littérature. Alors, pour ce faire, même les plus grosses compagnies font face à de nombreux challenges, 5 en particulier. Le premier, c'est vraiment acquérir l'expertise pour faire cette modélisation-là. Le deuxième, c'est que ça demande d'aller chercher de la connaissance qui est dispersée dans des centaines de bases de données et principalement sous un format non structuré, donc sous forme de texte. Cette industrie gère aussi des données qui sont des données sensibles, qui sont des données très, très lourdes, donc ils ont des problèmes de computing, de sécurité. Et le dernier, c'est que historiquement, 80% des employés de ces compagnies-là sont des biologistes qui ont pour mandat de trouver des médicaments et des nouvelles souches ou des nouvelles strains de vaches, par exemple, mais qui n'ont pas d'expertise en informatique. Donc, on a un problème d'adoption de ces nouvelles approches par les biologistes qui sont en charge de la R&D. Alors, les logiciels de MIMS visent à résoudre ces 5 challenges en offrant des solutions qui sont intégrées, qui leur permettent d'identifier des cibles thérapeutiques, des biomarqueurs, de stratifier des populations, d'améliorer les espèces, leur amène aussi des connaissances que l'on agrège à partir de bases de données publiques structurées et de données non structurées, c'est-à-dire des articles scientifiques. Ça amène une infrastructure aussi cloud qui est robuste et sécurisée, qui permet de faire du federated learning, je ne vais pas arriver à le sortir en français parce que j'ai trop l'habitude de dire ça en anglais, l'apprentissage fédéré, mais aussi qui va faire plus en fait que d'aider l'adoption. Donc on est une compagnie d'IA, mais en fait on est une compagnie plus précisément d'intelligence augmentée. La différence entre une compagnie d'intelligence augmentée et une compagnie d'IA, c'est qu'une compagnie d'intelligence augmentée va permettre à l'utilisateur de capitaliser sur sa propre expertise et de créer une synergie avec l'expertise de la machine. Et cette synergie, en fait, on l'a créée grâce à nos logiciels en offrant à l'utilisateur des interfaces qui sont intuitives, des canaux de communication avec l'IA, des contenus analytiques, des contenus écrits et des interfaces qui sont adaptatives à l'utilisateur. Donc, je vous ai déjà présenté mes cofondateurs. Donc, MIMS repose sur 30 ans cumulés d'expertise scientifique et sur une trentaine de publications, plus d'une trentaine en fait de publications scientifiques.
Nos solutions sont utilisées actuellement au Canada, en Europe. Nous signons nos premiers contrats aux États-Unis. Nous avons actuellement 8 clients, incluant des grosses pharma et des hôpitaux, qui utilisent nos solutions en oncologie, sur les maladies auto-immunes et sur le COVID-19. Sur le COVID-19 en particulier, nous déployons prochainement dans les hôpitaux des solutions qui permettront aux cliniciens de pouvoir se tenir à jour sur les avancées scientifiques dans le domaine et dans les compagnies pharmaceutiques de pouvoir monitorer en fait l'évolution de la pandémie et être plus proactifs sur le développement de nouveaux traitements et de nouveaux vaccins. Il y a beaucoup d'effervescence autour de MIMS depuis le début, on en est vraiment extrêmement fiers. Principalement, ces derniers temps, ça a été assez phénoménal en fait sur les 3 dernières semaines. Nous avons gradué de l'accélérateur Google, qui était accélérateur Google Nord-Amérique. Donc, on faisait partie des 12 compagnies sélectionnées sur près de 1000 applications. On a été identifié finaliste de French Founders North America et aussi parmi le top 100 des compagnies de tech en Amérique du Nord par le journal Redering. Donc, l'avenir de MIMS, c'est premièrement le closing de notre série A qui va nous permettre de scaler, de consolider notre leadership au Canada, en Europe, aux États-Unis, d'atteindre la profitabilité et 10 millions de dollars de revenus. Et un petit mot, on aura l'occasion d'en discuter, les choses à apprendre, et ici je pense que je suis un témoin aussi en tant que femme entrepreneur, mais les messages que je voudrais donner aux femmes scientifiques qui, comme moi, pensent à l'entrepreneuriat. Premièrement, il n'est jamais trop tard pour changer de carrière totalement. J'ai fait mon changement de carrière à 45 ans, donc on peut toujours apprendre. Et puis, ça se peut d'être un jeune entrepreneur de 45 ans. On est tout à fait équipé en tant que scientifique pour diriger une entreprise. La courbe d'apprentissage est extrêmement pentue, mais elle est tout à fait atteignable. Et la chose que j'ai remarquée au cours des dernières années à côtoyer des femmes dans un monde d'hommes en technologie où il y a peut-être 2-3% de femmes PDG de compagnies en tech et moins de 30% de femmes qui travaillent dans des compagnies en tech, c'est qu'on peut développer une compagnie qui a 50% de femmes. Nous avons actuellement 50% de femmes chez MIMS, qui travaillent chez MIMS. Donc l'équité, la balance genrée, on va dire, est tout à fait atteignable dans le domaine de la tech. Et les femmes doivent se faire confiance. Et je pense que c'est la plus grand message à donner actuellement. Les opportunités existent, l'écosystème est prêt à accueillir plus de femmes en leadership, plus de femmes en tech. Et le plus grand frein actuellement pour arriver à atteindre ceci, c'est le manque de confiance souvent des femmes à appliquer à des postes et à se mettre de l'avant et à prendre le lead là-dessus. Donc ça, ce serait mon plus grand message que je pourrais envoyer à toutes les femmes en sciences ou autres qui voudraient créer une compagnie dans le domaine de la technologie. Merci beaucoup, Sarah. C'est très intéressant. J'ai particulièrement aimé la partie sur le saut du domaine scientifique au domaine de l'entrepreneuriat. Souvent, les universités et l'industrie sont des silos qui se parlent pas beaucoup, qui se parlent pas assez. Donc, c'est vraiment intéressant comme parcours. Juste une petite question en terminant. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic-là de quitter le monde académique puis de partir une entreprise? Où était-elle? Ça a été une question que je me suis posée. Je pense honnêtement que j'ai toujours été une entrepreneur qui s'est ignorée pendant 20 ans. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'ancré chez moi. Il y avait toujours un espèce de manque, je pense, dans ma vie académique, quelque chose qui n'était pas complètement là. Et c'est en devenant entrepreneur et chef d'entreprise que je me suis rendu compte que j'étais vraiment sur mon X et donc que effectivement il manquait quelque chose. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'appelait vers l'entrepreneuriat. L'étincelle, ça a été vraiment la rencontre avec Michael qui lui venait vraiment de la recherche extraordinaire en industrie et qui m'a démontré qu'il était possible de faire de la recherche dans un milieu privé et à l'intérieur d'une compagnie. Et ça m'a intriguée. J'avoue que le petit déclic, ça a été aussi
la difficulté d'aller chercher des fonds dans le milieu académique et de me rendre compte que je n'arriverai probablement jamais à développer dans le milieu académique ce que je voulais faire. Et je suis extrêmement contente d'avoir passé le pas parce que maintenant, nous avons les moyens de faire effectivement ce dont nous avons toujours rêvé de faire au sein de MIMS. Et ça, c'est vraiment... Mais je vous en prie. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. C'est un cheminement qui est complètement différent de celui de Jade qui nous a parlé avant. Donc, ça montre vraiment qu'il y a plusieurs façons d'arriver à l'entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant. Merci. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre dernière conférencière. Azadeh est cofondatrice et PDG de Vital Tracer. Elle a un parcours impressionnant dans le domaine de la recherche, elle aussi, de l'enseignement supérieur, où elle a démontré ses compétences en leadership, en planification d'entreprise, en exploration de données et en gestion de projet. Elle a un doctorat en génie biomédical axé sur les dispositifs médicaux portables et qui tire profit de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond pour arriver à développer des algorithmes d'intelligence artificielle. Sa start-up produit une montre intelligente qui permet de surveiller les signes vitaux. On l'a vu, si vous étiez là en début de conférence, on a vu le petit vidéo promotionnel qui montrait la montre en question. Et l'objectif de la compagnie, c'est de fournir une plateforme où, grâce à la technologie, on peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires grâce à une surveillance constante et un suivi des signes vitaux. Donc, c'est vraiment un produit qui vient révolutionner le monde de la prévention et du diagnostic précoce dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires. So, Azadeh, I will invite you to talk to us about your story, your company, but also how you've been living this fantastic experience of starting a startup in the domain of health technologies. Thank you very much for this opportunity. Actually, the way that I'm going to present, it's a bit different than the Jade and Sarah. I'm going to present the way that I usually go and present in the time of the pitches and competitions. So then your audience can see that, like, kind of the way that usually in doing startups happening. So I start then you can ask any question if you have. So all of us has experienced rising our blood pressure. For example, when we have a job interview, or me right now giving this speech. These rises are normal, but in some people, it becomes serious and need to be addressed. Hi, my name is Azadeh, and I'm CEO and co-founder of the Vital Tracer, a medical smartwatch which is measuring all your vital signs through your wrist. So it's basically like an Apple Watch, but being a medical device. And our secret sauce is measuring the blood pressure continuously and without cough. 1.56 billion of people globally suffer from high blood pressure. This includes 80% of elderly, and it's still first reason of death. Canada alone is spending $250 billion annually to treating this chronic disease. And the current device available in the market are cuff-based, which is cuff goes around the arm, inflate and deflate. So it's inconvenient, bulky, and not possible to continuous monitoring. And different studies show that it's possible to prevent hypertension by diagnosing it at the early stage, but of course, it needed continuous monitoring. And with the current device, which is a cuff-based, it's not possible. That's why the solution become Vital Tracer, a medical smartwatch, which is measuring all your vital signs through your wrist using optical sensor and AI technology. So it's not only measuring your blood pressure, but also oxygen level, skin temperature, respiratory rate, heart rate variability, and more. So that's why it's a perfect device for remote health monitoring, specifically during pandemic. And how it works, it has a Bluetooth inside, transfer the data to the smartphone, and from the smartphone connected to the online cloud. And it's easy to share with the family doctor, caregiver,
And in case of abnormality, it can alarm to the system. We have an extensive team of experts, including myself, who has a 10 years experience working on a cuffless blood pressure monitoring using AI and optical sensor, 10 years working on a wearable technology as well. My co-founder, Zahra, she has a PhD in AI technology and project manager. And we have Ali, our CTO, who has 5 other national and international patent regarding the different medical devices. And Abuzar is master from Johns Hopkins for internet security and our online cloud. And we have a François MBA and business part of our technology. We also have an extensive team of experts in advisory. So we have a biomedical expert professor at university, having a coach at D3. And also we have a cardiologist, pediatrician, and professor specifying in AI technology. And so we are selling our technology in terms of not only hardware, but also we have a SaaS model, which is all the data goes to the online cloud and it's analyzed and it gives a simple report to the end user, which is seniors and caregivers, to understand easily about how their body work. And but also it's able to share with the healthcare provider and nurses. So assume that as a senior home, it's perfect for a senior to monitor their vital signs, and for caregiver to know about the beloved one health status. And of course, we can customize our technology for long-term system, and as well as other companies which is available. So in terms of the hardware and software. For 2020 and next year, we have a plan only selling to the researchers. And the reason that we are validating our beta technology prototype, and we will have a niche revenue, but at the same time, they're going to publish a paper and we receive a credibility as well. But our main target market are more senior homes who need the senior nurses need to manage all the senior at the same time. It's very hard, specifically during pandemic. And also hospital for post-surgery monitoring. It's a perfect for them. We already have 2 patents regarding one about a cuffless blood pressure monitoring, and second one for calibration the oxygen saturation in the blood using optical sensor and AI on a wrist. Of course, this is my favorite slide that usually people compare us right away with the Apple, Samsung, and Fitbit, and say that, oh, okay, what's the big difference between you and Apple? First, Apple is not measuring the blood pressure monitor continuously. The second one, that they are not a medical device. We are concentrating on a chronic patients, specifically on a hypertension and senior home, but Apple and Fitbit and other wearable available in the market more concentrating on a healthy subject, and it's more electronic consumers. And the other last one, that we could localize our information, localize our cloud for their hospital and senior home. So they're gonna keep all the confidential information for themselves. And we are only using the result for our cloud to make it more accurate algorithms. And that's one big value proposition that we have and differentiate us between us versus the Apple and Fitbit. And if you want to compare us with the other technology available in market, which is measuring blood pressure, they are cuff-based, so not possible to continuous monitoring. And they are not as an all-in-one device. So we are not only measuring blood pressure, but also all vital signs in one. And of course, there are other startups in a market that they are trying to do different ways or similar ways to monitor, like Actia. But Actia is a bracelet which is only measuring the blood pressure and not all vital signs. So in conclusion, I can say that we are a medical device like blood pressure, have a very accurate results, and medical doctors can
better diagnose or better treatment of their patient by using our technology. But at the same time, it's very comfortable, like Apple and Fitbit, to using their daily activity. And what we have so far achieved that when we established our official company, I was working as a PhD full-time student. So I did not, I was only concentrating on a proof of concept and build the algorithm to make sure that our secret sauce is working properly. But then in 2018, 2019, I moved to Montreal and started concentrating on a business side. So we finished and wrapped it up our R&D in terms of our technology, and then built our alpha and beta prototype. And then right now we are doing our clearance for Health Canada to go and test our clinical trial. And of course, we did a very good $1 million non-dilutive grant as a money. And what we are going to do as a milestone for the next year, that we are going to finish one more patent that we have it for detecting COVID at the early stage by continuous monitoring viral signs. And that's another key success that we got during this pandemic. And we are going to open our seed round to raise a $3 million. Of course, at the same time, we're doing manufacturing, clearance, clinical validation in hospital, and of course, scale up. This is how usually when you go and pitch for investors that you are going to ask for a couple of $1 million and how you are going to divide the money and spend their money. And this is our 2019 technology. This is our 2020 this year technology, which is improved. And we are going to work on a patch on a chest that is hopefully gonna support by prompts as well. And with a whiteout tracer, your health gonna be in your hand, or better yet, on your wrist. Thank you. Thank you very much, Azadeh. It's very impressive, and I really look forward to see what your company is going to achieve in the next few years, especially having gone through, going through Health Canada certification, and I assume at some point in the future FDA certification. These are big milestones that people who are not in the medical device industry do not always appreciate to their full extent. So I really wish you the best for that, and I really look forward to see your company growing in the future. Thank you very much for your talk. Thank you for having me. We're going to move on to the next phase of our 5 à 7. I'm going to switch back to French as well. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre soirée. Donc, nous allons nous diviser en différentes pièces. Chacune des conférencières a une pièce distincte où vous pourrez aller échanger avec celle-ci. Mais je vous inviterai par ailleurs à rester avec nous dans la salle principale si vous êtes intéressé à présenter votre candidature pour les différents stages offerts par le CNRC, ou tout simplement pour voir les candidatures des candidates qui se sont déjà inscrites. Donc, même si vous n'avez pas encore inscrit votre présence, il est encore temps de lever la main pour la séance de pitch. Vous allez avoir 90 secondes pour présenter votre candidature, nous parler un petit peu de ce que vous avez fait. Et j'ai avec moi dans la salle, en théorie, ma collègue Catherine Padjatakis, qui fait aussi partie du laboratoire. Donc, ensemble, nous allons pouvoir, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Je voulais juste prendre 1 minute ou 2 pour parler des différents postes qui sont offerts. Donc, il y a 2 stages offerts, mais dépendant des différentes candidatures, il y a plusieurs postes disponibles. On est à la recherche, entre autres, de personnes avec de l'expérience en développement logiciel d'interface utilisateur sous iOS. Donc, si vous avez fait du UX ou du développement de UI en iOS, on veut vous rencontrer. Dans le cadre d'un projet que je pilote, on est aussi à la recherche de personnes ayant de l'expérience en graphisme 2D,
en storytelling, en traduction. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités intéressantes au sein du laboratoire. Les 2 projets principaux en lien avec la COVID sur lesquels on travaille en ce moment, on a un premier projet qui est fascinant. Si vous étiez intéressé par ce que Azadeh a présenté, je pense que vous allez être intéressé par celui-ci aussi. C'est un projet qu'on appelle Contactless Monitoring qui vise à être capable d'aller lire les signes vitaux des patients à partir d'une simple caméra grand public, une simple webcam. Donc, vous pouvez imaginer tout le potentiel d'aller lire justement les différents signes vitaux d'un patient sans devoir installer de senseur. Le deuxième projet que je pilote, c'est un projet en lien avec la santé mentale et la COVID. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point est-ce qu'on a en ce moment une crise de santé mentale liée à la COVID. Et on essaie de développer une application grand public qui va être distribuée à l'ensemble des Canadiens, ou en tout cas, on l'espère, pour les aider dans un environnement gamifié. Donc, c'est vraiment un environnement de jeux vidéo à développer des compétences et des habitudes pour soutenir leur santé mentale. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. On va commencer dans quelques secondes.